Bonjour à tous, puisqu'on attend le président de l'association, la MECAS, je dirais c'est avec plaisir qu'on prend ces quelques petites secondes pour déjà entamer les présentations et vous expliquer un petit peu la raison de notre travail d'une façon générale. Alors, moi je suis Jean-Philippe Omotunde, chercheur en histoire, et René-Louis Etilé, qui est docteur en égyptologie. Donc on s'occupe avec un autre groupe de chercheurs et d'enseignants de l'Institut Africamat à Paris. Notre travail vise essentiellement à replacer l'Afrique dans l'historiographie universelle. Parce que d'une façon générale, on s'aperçoit que depuis la colonisation, il y a une systématisation au niveau de l'enseignement et de l'analyse historiographique qui consiste à évincer l'Afrique de tout ce qui touche, je dirais, aux sciences, à l'intellect, et d'en parler seulement dans des termes ethnographiques. Et ce qui est relativement intéressant pour nous, c'est que les Européens, dans l'Antiquité, n'avaient absolument pas la même démarche. Il y avait un très grand respect pour les Africains. D'ailleurs, il y a des courriers qui existent jusqu'à aujourd'hui. Quand les rois étrangers écrivaient aux rois africains, la formule de politesse c'était « Ô Seigneur, je ne suis que l'humble poussière sur laquelle je suis nonchalamment les pieds ». Alors, comment est-on passé, je dirais, de ces formules de politesse dithyrambiques, je dirais, à la façon dont est traité le bon noir aujourd'hui? C'est un double phénomène. C'est le phénomène, je dirais, un peu de ce qu'on appelle la démarche impérialiste de l'Europe, qui consiste à conquérir le monde, à coloniser le monde, mais aussi à coloniser l'information. Et voilà pourquoi aujourd'hui, depuis Cheikh Anta Diop, puisque ça a été le premier qui a véritablement lancé l'école africaine d'études historiques et d'égyptologie, donc le débat a été relativement fructueux à une époque, mais on constate que quand même sur le fond, et c'est encore le cas aujourd'hui avec la thématique de la traite négrière, les Européens, il n'y a que pour l'Afrique qui se permettent de discuter entre eux de l'histoire africaine, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que les gars, ils s'octroient, je dirais, le droit de venir parler de l'Afrique sans inviter d'Africains. Donc on va parler d'ethnologie, on va parler de traite négrière, on va vous sortir que l'Afrique a 14 millions d'esclaves, chose que personne n'a jamais vue. Mais on a même mis en esclavage, peut-être qu'on vous dira demain dans les journaux les Martiens ou les Jupitériens, je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous, on trouve que la moindre des démarches historiographiques, dont on pense détenir la vérité, c'est de ne pas fuir la confrontation. Parce que c'est à travers la confrontation qu'on voit si on est dans le vrai ou dans le faux. En l'occurrence, encore aujourd'hui, les confrontations qui se sont déroulées jusqu'à présent se sont soldées par la victoire quand même des Africains d'une façon générale. Les plus grands chercheurs français ont reconnu l'importance de l'Afrique dans l'histoire intellectuelle de l'humanité, mais il s'avère encore que dans les manuels scolaires, dans l'enseignement, cette importance intellectuelle de l'Afrique est passée sous silence pour ne valoriser que la vision fantasmagorique et idéologique de l'Afrique née à l'époque de l'esclavage et de la colonisation. Donc c'est pour ça que le débat qu'on a aujourd'hui sur l'Afrique dans l'Antiquité est important, mais on aurait pu parler aussi de l'Afrique dans la traite négrière, parce que le ramassis d'imbécilité qu'on entend aujourd'hui proféré par un certain Pétré Gromilio, qui invite ses amis à la télévision pour parler de la traite négrière et qui n'invite pas le noir pour en parler, montre bien que nous sommes aujourd'hui dans de la démagogie et que l'histoire est véritablement une arme de combat. Et que, en tout cas, les grandes nations impérialistes s'en servent comme arme de combat pour dominer les peuples, qu'ils ont classifiés aujourd'hui comme étant les peuples du tiers-monde, des peuples sous-développés, où on voit de développement. C'est-à-dire des gens dont ils gèrent la monnaie et qui ont décidément, délibérément, décidé de classer comme étant la partie inférieure au niveau de l'étage de l'immeuble de l'humanité. Alors voilà, donc notre cher président est présent. Donc on va lui laisser la primeur d'inaugurer le mouvement. Bonjour à tout le monde. Je tiens d'abord à m'excuser, mais une conférence
modération parce que la conférence était prévue pour 12h30. Donc, j'étais en train d'attendre mon déjeuner pour qu'on baisse tous au moment de temps. Mais je suis vraiment désolé pour ce petit incident. Je suis vraiment content qu'on puisse parler aujourd'hui de l'œuvre de Cheikh Anta Diop parce que je tiens d'abord à vous signaler qu'en tant qu'Africains, on est tous fiers de connaître le passé, de connaître notre passé pour pouvoir se projeter à l'avenir. Et donc la MECAS a organisé une semaine culturelle qui débute depuis hier. Hier, nous avons organisé une conférence sur la crise ivoirienne, du 17h à 20h. Aujourd'hui, c'est la seconde conférence que nous organisons sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop par rapport aux intervenants qui sont là. Et aussi ce soir, on organise une conférence sur le développement de l'Afrique et ses défis. Donc, je tiens à remercier M. Etilé, que j'ai retenu le nom, mais le monsieur Boutoundé, je tiens aussi à vous remercier personnellement au nom de la MECAS. Et j'espère qu'à la sortie de cette conférence, les étudiants sortiront avec des idées fixes pour pouvoir se projeter au nouveau défi du développement de l'Afrique. Je vous remercie et bonne conférence. Ici, j'ai repris un peu la fiche. Bon, alors, vous savez que bon, en préliminaire, on pouvait se poser des questions à propos de certains textes que nous avons légués les Grecs anciens. Par exemple, vous avez Hérodote qui dit que l'Égypte, comparée avec tout autre pays, c'est elle qui renferme le plus de merveilles et qui offre le plus d'ouvrages dépassant ce qu'on peut dire. Donc c'est Hérodote, son livre 3. Diodore qui nous dit, alors une deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que les Égyptiens anciens étaient bien des Africains noirs? Alors Diodore dit, bon, quant aux coutumes des Égyptiens, eh bien, les Éthiopiens prétendent qu'elles sont pour la plupart éthiopiennes. Alors, je précise que l'Éthiopie antique, en fait, c'est le Soudan d'aujourd'hui. Diodore qui rajoute, les Égyptiens, en effet, possèdent des modes particuliers d'écriture. Or, chez les Éthiopiens, tout le monde, sans exception, utilise ces signes. Donc, c'est pour ça que notre conférence est séparée en deux parties, parce qu'il est inadmissible pour nous de parler de l'apport de l'Égypte sans situer d'abord l'Égypte dans son contexte négro-africain. Donc, la première partie, ce sera surtout celle que je vais développer. Et puis la deuxième partie, c'est surtout Jean-Philippe Omotoundé qui va la développer. Bien, alors, vous savez très bien que, en fait, la plupart des gens ici connaissent ce grand savant sénégalais, Cheikh Anta Diop, en fait, qui a procédé à une rupture, comme on dit, épistémologique, avec le dogme hégélien et occidental, qui déniait à l'Afrique, n'est-ce pas, tout passé historique. Parce qu'à la limite, les africanistes disaient, par exemple, c'est tout juste si l'Africain vivait dans des arbres, et de temps en temps il descendait, bon, bien sûr, pour faire ses besoins. L'Afrique n'avait pas d'histoire, etc. Hegel, etc. Godino, l'Africain c'est carrément un singe, etc. Bon, donc Cheikh Anta Diop arrive et il publie un livre en 1954, Nation et Agriculture, et là c'est la bombe, quoi. Bombe parce que, pourquoi? Parce que Cheikh démontre en fait rigoureusement, de façon rigoureuse, d'abord que les Égyptiens étaient des nègres, et deuxièmement, l'apport scientifique des Égyptiens anciens au reste du monde. Alors je dis chez ça veut dire suivant l'Égyptien. Alors, bon, il est étonnant qu'on n'entende pas parler de ce fameux colloque du Caire qui a eu lieu en 1974, parce que quand même, quand vous avez un colloque international d'égyptologie, où vous avez eu les meilleurs égyptologues du monde qui se réunissent, qui débattent, et que vous n'entendez ni les gens comme Noblocourt, ni les gens comme Christian Jacques et les autres d'ailleurs aussi en parler, je trouve que c'est grave, parce qu'en fait, dans ce colloque, où il y avait seulement 2 Africains noirs, eh bien, ils ont rapporté une victoire, on va dire, sans discussion. Indiscutable, une victoire indiscutable, parce que même si je prends l'extrait du rapport final, il est dit dans l'extrait du rapport final, parce qu'ils n'étaient que 2 Africains noirs,
Et tous les autres étaient d'ailleurs. Donc, l'extrait du rapport final, on dit l'Égyptien ne peut être isolé de son contexte africain et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. Alors c'est ce que nous avons fait, c'est ce que les disciples de Cheikh Anta Diop ont fait depuis le premier Théophile Ogbega, etc. Donc on ne peut pas nous reprocher, déjà au départ, de faire nos propres recherches. N'est-ce pas? Donc, puisque le colloque du Caire en 1974 l'avait dit, bien sûr. Donc, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats du colloque du Caire n'ont jamais été respectés, et en particulier par la France. Vous voyez, il n'y a pas eu de changement au niveau des livres historiques, il n'y a rien eu. Bon, donc on veut tout systématiquement blanchir l'Égypte antique. Alors, et pourtant, les arguments ne cessent de se cumuler en faveur d'une Égypte nègre. Et aujourd'hui, dans un premier temps, je vous dis, je vais vous le encore une fois prouver. Bien, hein? Eh bien, représente la faune et la flore africaine. Elle ne représente pas la faune et la flore de la Palestine. Elle ne représente pas la faune et la flore de la Syrie. Elle ne représente pas la flore et la faune de la Gaule, etc. Bien, donc que ce soit clair déjà à ce niveau-là. Donc il faut aussi noter qu'il n'est pas étonnant que cette grande civilisation ait vu le jour en Afrique, puisque les Africains, il est démontré de façon certaine aujourd'hui que les premiers Homo sapiens sapiens, en fait, étaient des nègres. Donc il est tout à fait normal, quand ils ont remonté la vallée du Nil, en partant au niveau des Grands Lacs, sur les latitudes du Kenya, eh bien, il est tout à fait normal que les premiers hommes qui étaient sortis qui descendaient plus ou moins, on dit, des singes, eh bien, ont bâti les premières civilisations. Alors, comme citation préliminaire, j'aime bien citer, je vais citer quelques personnes. Parce qu'on dit parfois, oui, mais vous savez, vous êtes disciple de Cheikh Anta Diop, encore une histoire de nègres, etc. Mais je vais vous donner les faits. D'ailleurs, premièrement, Jean-François Champollion dit le jeune qu'il ne faut pas confondre avec Figeac, son frère, qui était pour moi une nullité. Je parle du grand savant Champollion, Jean-François Champollion. Eh bien, dans son livre, dans l'un de ses livres, Lettres et journaux écrits pendant le voyage d'Égypte, page 301 à 302, il dit, en parlant des Blancs, la race blanche, il dit que véritables sauvages, tatoués sur diverses parties du corps, ça c'est Champollion, je cite, enfin, et j'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série, les Européens qui, ces époques reculées, il faut être juste, ne faisaient pas une trop belle figure dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à peau blanche, habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie, leur point de départ. Et après, ils souhaitent que cette vérité-là soit propagée dans le monde blanc, dans le monde surtout français, quoi. Or, la plupart d'entre eux, ils ont falsifié. C'est pour ça que Champollion rajoute, si on n'a jamais le courage de l'entreprendre. Ouais, il sentait déjà qu'il y aurait eu un coup fourré là-dessus. Comme citation préliminaire, je pourrais citer aussi Émile Amélino, qui était du Collège de France, eh bien, qui a réalisé des fouilles dans le sud de l'Égypte, à Abydos. Et pour lui, il est clair que la population nègre qui a remonté le Nil en suivant la mer s'appelait les Anous. Vous voyez, s'appelait les Anous. Et d'ailleurs, il est cité dans l'un de ses livres, ici, que j'ai pu conclure que les populations établies dans la vallée du Nil étaient de race nègre. Vous voyez, donc ça aussi, c'est un apport de quelqu'un qui n'est pas africain. Je pourrais continuer sur Vivant de Nom, qui lui aussi n'est pas africain, hein, et qui était un grand dessinateur français. Notamment, il a dessiné le Sphinx ici. Eh bien, Vivant de Nom, eh bien, en parlant du Sphinx, dit « Le caractère en est africain, mais la bouche, dont les lèvres sont épaisses, a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution vraiment admirable. Et concernant l'art égyptien, qu'est-ce que Vivant de Nom nous dit? Le caractère africain, dont le nègre est la charge et peut-être même le principe. »
Continuons sur les Européens qui n'ont pas falsifié.